Bonjour à tous et bienvenue sur Tout savoir DCG. Aujourd'hui, on se retrouve sur une forme de société représentant pas moins de 30% des sociétés en France, la SARL, ou Société à responsabilité limitée. La première chose à savoir sur la SARL, ce sont les conditions de formation de la SARL. 5 éléments sont essentiels, tout comme pour toutes les autres formes de société. Tout d'abord, l'associé. Il y a un nombre d'associés minimum de 1. Dans ce cas-là, ce sera une EURL. Ou alors de 2, dans ce cas-là, ce sera une SARL pluripersonnelle avec un maximum de 100 associés. Les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ils doivent avoir la capacité civile et dans aucun cas une capacité commerciale est obligatoire. Concernant les apports en numéraire doivent être libérés à hauteur de 1/5 des parts dans les 5 ans de l'immatriculation. Concernant les apports en nature, ils doivent être obligatoirement évalués par un commissaire aux apports, sauf décision unanime des associés. Si aucun apport en nature n'excède 30 000 euros, et si la valeur totale des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social. Dans ce cas-là, l'apport en nature ne doit pas forcément être évalué par un commissaire aux apports. Sinon, si ces conditions ne sont pas remplies, un commissaire aux apports est obligatoire. Si les associés retiennent une valeur supérieure à la valeur d'estimation retenue par le commissaire aux apports, ils sont tenus solidairement responsables de cette valeur à l'égard des tiers pendant 5 ans. Concernant l'objet il peut être civil ou commercial. Concernant les activités interdites, les activités d'assurance, d'épargne ou capitalisation sont interdites dans les formes de SARL. L'affectio societatis est obligatoire et la vocation au bénéfice et au partage des pertes également, tout comme pour toutes les autres formes de société. Les conditions de commissaire aux comptes, c'est des conditions similaires pour toutes les autres formes de société. Attention parce qu'elles vont changer en 2024. C'est 4 millions au bilan, 8 millions de CA hors taxe et 50 salariés. Si deux de ces trois seuils sont dépassés, alors dans ce cas-là, un commissaire aux comptes est obligatoire, sinon il est facultatif. Le commissaire aux comptes est désigné pour 6 ans renouvelables ou 3 ans en cas de désignation volontaire. Il existe également des conditions de forme spécifiques à la SARL, telles que l'évaluation des apports en nature, les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites les parts sociales en industrie, la répartition des parts entre les associés, la libération des parts, les dépôts de fonds, et par exemple d'autres formalités de publicité, mais la publication au JAL reste la plus importante. Concernant la gérance de la SARL, dans la SARL, il y a un gérant obligatoirement personne physique. Il peut être soit associé, soit tiers. L'âge, il n'a pas d'âge minimum. La durée du mandat est libre et fixée dans les statuts et il peut cumuler autant qu'il veut des mandats de gérance. Concernant le cumul de mandats sociaux et de contrats de travail, il y a des conditions jurisprudentielles au cumul, avec une activité effective et distincte des fonctions de gérant, une rémunération distincte, un lien de subordination vis-à-vis de la société. Il y a également des conditions spécifiques à la SARL dans le cas où il est associé. Le gérant est associé et c'est possible que si le gérant est minoritaire. Et si le gérant devient salarié, le contrat de travail représente donc une convention réglementée qui devra suivre cette procédure. Il est impossible pour le gérant de cumuler un contrat de travail s'il est associé majoritaire. La sanction est l'annulation du contrat de travail. La rémunération du gérant est fixée dans les statuts. Elle peut être proportionnelle au CA ou au bénéfice, ou mixte. Il est nommé par les statuts à la majorité ordinaire. Concernant la cessation des fonctions du gérant, alors le gérant il peut être révoqué soit pour juste motif, soit sans juste motif. Concernant la révocation avec juste motif, ça peut être soit une violation de la loi, soit une violation des statuts, avec des clauses statutaires qui n'ont pas été respectées, soit une faute de gestion. Dans ce cas-là, le gérant aura commis une faute. Il faut savoir que la faute doit avoir été commise dans le cadre du mandat social et la faute doit être suffisamment grave et actuelle. La révocation est également possible sans faute. Avec juste motif, c'est fondé sur l'intérêt social, tel que l'intérêt écologique de la société. Si la révocation est sans juste motif, le gérant n'a pas commis de faute ou n'a pas enfreint l'intérêt social. Dans ce cas-là, il y a un défaut de vigilance. Elle peut être considérée comme abusive si elles sont fondées sur des conditions injurieuses ou vexatoires, ou une absence au principe de contradiction, c'est-à-dire perte de confiance, une mésentente entre associés qui ne permet pas au gérant d'assurer sa mission. Si le caractère abusif est avéré, des dommages et intérêts au profit du gérant peuvent être invoqués. Concernant les pouvoirs du gérant dans la SARL, dans les rapports entre les associés, le gérant peut réaliser tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société, sous réserve des actes relevant de la seule compétence des associés. Par exemple, la modification du siège social. Dans les rapports avec les tiers externes, le gérant est le représentant légal de la société. Il engage la société lorsque les actes ne participent pas à l'objet social. Les clauses statutaires limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers, de bonne ou de mauvaise foi. Si plusieurs gérants, chacun engage la société de la même façon. En cas de pluralité de gérants, chaque gérant peut s'opposer à un acte
protégé par un autre gérant, avant que l'acte soit conclu. Concernant la responsabilité du gérant de la SARL, les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, des violations des statuts, des fautes commises dans leur gestion. La responsabilité du gérant peut être remise en cause par trois types d'actions. L'action sociale en responsabilité, en réparation d'un préjudice social faite par représentant légal ou par les associés. L'action individuelle pour obtenir la réparation d'un préjudice personnel d'un associé, aux conditions que ce préjudice doit être distinct du préjudice social subi par la société, ou d'un tiers, aux conditions que les fautes commises doivent être détachables des fonctions du gérant. L'action sociale en responsabilité pour obtenir la réparation d'un préjudice social, elle est exercée soit par le représentant légal, soit par les associés, soit individuellement, quelle que soit la quantité du capital, soit en se regroupant s'il représente au moins 10% du capital social. Il est également important de savoir que la responsabilité peut être fiscale, civile, contractuelle et pénale pour le gérant, comme on verra dans une future vidéo. Concernant les obligations du gérant, dans le cadre de ses fonctions, le gérant doit respecter les lois et réglementations, il doit convoquer les AG pour l'approbation des comptes une fois par an, et il est la seule personne habilitée à gérer les comptes de la société. Concernant les droits et obligations des associés dans la SARL, tout d'abord, il existe deux types de droits pour les associés, les droits politiques et les droits pécuniaires. Concernant les droits politiques, les associés disposent d'un droit à l'information concernant les AG, un droit de vote, le nombre de voix est égal au nombre de parts sociales, un droit d'agir en justice tel qu'avec l'expertise de gestion, l'action sociale, la révocation du gérant, et un droit d'alerte et de prévention en cas de difficulté de l'entreprise et tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Concernant les droits à l'information, un droit de communication permanente, il peut poser des questions au gérant, l'associé, un droit de communication préalable aux AG, 15 jours au moins avant l'AG, il doit être adressé les documents qui sont nécessaires, un droit de communication préalable à l'AGOA pour l'approbation des comptes. Concernant les droits pécuniaires, il dispose de droits aux bénéfices sociaux, de droits au remboursement des apports et de droits aux bonus de liquidation. En échange de tout cela, l'associé doit obligatoirement répondre au passif à hauteur de ses apports, mais l'associé a également d'autres obligations, l'obligation de libérer les parts sociales, l'obligation de restitution des dividendes fictifs et l'obligation de non-concurrence. Concernant la cession des parts sociales dans la SARL, la cession entre associés, conjoints, ascendants ou descendants est réputée libre et aucune clause ne peut s'y opposer. Par contre, la cession à des tiers, elle doit respecter une procédure obligatoire. Tout d'abord, une notification de cession de la part du cédant, un délai de convocation, donc une AG qui va voter cette cession. La cession à des tiers étrangers doit être votée qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins la moitié des parts sociales, donc c'est une double majorité. Suite à cette décision, il y a une notification de la décision. Et enfin, la cession peut être tacite si la société n'a pas communiqué la décision dans les 3 mois suivant la dernière notification. En cas de refus d'agrément, il y a deux situations possibles. Si l'associé détient depuis moins de 2 ans ses parts, la cession est impossible. Par contre, si l'associé détient depuis plus de 2 ans et maintient sa volonté de céder, les associés sont tenus d'acheter ou de faire racheter les parts sociales par la société. Concernant les décisions collectives dans la SARL, il y a deux types de décisions collectives, les AGO et les AGE. Les AGO sont les assemblées générales ordinaires, telles que l'approbation des comptes. Il n'y a pas de quorum nécessaire aux AGO. Le quorum, pour expliquer ce que c'est le nombre de personnes minimum qui doivent être présentes à la géo. Par contre, il y a une majorité, la majorité de plus de 50% des parts sociales sur première convocation, et à la deuxième convocation, la majorité des voix émises, quel que soit le nombre de votants. Ou autrement dit, la majorité absolue sur première convocation et la majorité relative sur deuxième. Concernant la GE, c'est une assemblée générale extraordinaire qui vise à modifier les statuts, par exemple. Le quorum, il y en a un, c'est un quart des parts sociales à la première convocation et un cinquième à la deuxième convocation. La majorité, dans tous les cas, c'est deux tiers des parts sociales présentes ou représentées. Pour expliquer ce que c'est première convocation et deuxième convocation, si à la première convocation, le seuil n'a pas été respecté concernant le quorum, dans ce cas-là, une deuxième convocation est réalisée. Ou alors, si à la première convocation, la majorité n'a pas été obtenue, une deuxième convocation peut être réalisée. Les opérations sur capital dans la SARL. L'augmentation du capital. L'incorporation de réserves, elle est possible et elle se réalise soit par l'élévation de la valeur nominale des parts sociales ou soit par l'attribution de parts sociales nouvelles par décision ordinaire des associés. L'augmentation par rapport au nouveau, elle se fait sur décision extraordinaire des associés, aux conditions pour des apports en numéraire, capital ancien intégralement libéré obligatoirement et libération immédiate d'un quart minimum de l'apport et le solde dans les 5 ans. Les conditions pour les apports en nature, l'évaluation par un commissaire aux apports, les mêmes règles qu'à la Constitution. Il y a une émission de DPS afin d'éviter de défavoriser les anciens actionnaires.
Et il y a une prime d'émission. Concernant la réduction du capital social, elle se fait par décision extraordinaire des associés sur rapport du CAC. Il y a un droit d'opposition des créanciers en cas de réduction non motivée par des pertes. Et par contre, ce qu'on appelle perte, c'est les capitaux inférieurs à la moitié du capital social. Donc c'est une perte qui va être constatée. Et donc la décision des associés est obligatoire sur l'opportunité d'une dissolution ou une obligation de reconstituer les capitaux propres au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant. Attention, cette échéance va changer. Concernant la transformation de la SARL, pour que la transformation de la SARL soit valable, la société doit respecter une procédure stricte, une information préalable des associés avec un rapport du CAC, en cas de transformation d'une SARL sans CAC, en société par action, un rapport du commissaire à la transformation sur l'évaluation des actifs. La décision des associés, c'est une décision extraordinaire, sauf en cas de transformation des SARL en SNC, SAS ou SCA, ou société civile. C'est une décision unanime parce que la responsabilité des associés augmente. Ou en cas de transformation en SA, la SARL doit obligatoirement détenir des capitaux propres dépassant 750 000 € et la décision est ordinaire.